Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le Brésil est éliminé de la Copa América, défaite contre l'Uruguay après les tirs au but. 90 minutes 0-0, aucune équipe n'a réussi à marquer un but dans ce match-là. Et comme vous le savez, dans la Copa América, il n'y a pas de prolongation. Après les 90 minutes, si aucune équipe n'arrive à marquer un but, les deux équipes n'arrivent pas à se départager, eh bien on y va directement dans les séances fatidiques, à savoir les tirs au but. Eh bien le Brésil a perdu, du coup synonyme d'élimination contre l'Uruguay. Alors dans mon avant-match, je vous avais dit que pour moi l'Uruguay était favori pour ce match-là. Au vu de ce qu'il propose ces derniers temps en Amérique du Sud, il faut savoir qu'en ce moment, c'est l'Argentine la première équipe. Si on regarde le classement, l'Argentine est premier, l'Uruguay est deuxième, la Colombie est troisième. Et surtout, l'Uruguay, ils ont réussi à battre à la fois l'Argentine et le Brésil ces derniers temps. Pendant la Copa América, il fait partie des équipes à avoir gagné leurs 3 matchs précédents avec des scores de 5-0, etc. Donc le Brésil en ce moment qui peine à trouver quelque chose, à trouver un équilibre. On se pose énormément de questions. On a beaucoup d'interrogations sur cette sélection brésilienne-là avec des Vinicius, des Hendrick, des Rodrigo, etc. Mais je dois dire que le match que je viens de voir aujourd'hui, la réalité du match n'a pas reflété une sorte de supériorité. Parce que vous avez vu le même match que moi. Franchement, c'était difficile à regarder ce match-là. C'était une purge. C'était une purge parce que un Brésil qui n'est pas favori dans ce match-là, un Brésil qui n'a pas Vinicius Junior. Du coup, l'Uruguay n'a pas, selon moi, je vais dire, assumé son étiquette des favoris. Et pendant tout le match, ça a été un match compliqué. Beaucoup d'intensité, comme le football en Amérique du Sud ces derniers temps. C'est compliqué. Aucune équipe n'a vraiment réussi à impacter le jeu, je veux dire, à dicter le tempo. En première mi-temps, je dois dire que l'Uruguay a été supérieur, selon moi. Ils ont été meilleurs, mais c'était plus dans leur partie de terrain. Arriver dans la surface de réparation brésilienne, c'était compliqué. Il n'y avait pas vraiment quelqu'un qui avait des occasions dangereuses. Là, je vous parle, je ne me rappelle pas avoir vu une vraie occasion de la part de l'Uruguay. Alors que du côté Brésil, il y a eu une action de Rafinha qui a fait un dribble, qui a tiré, mais c'était pas vraiment un genre de face à face où tu aurais pu dire que voilà, il a raté l'occasion, il aurait pu dû marquer ce but-là. C'est juste une action créée. Et même cette action-là, c'était pas vraiment une action construite parce que ça va à gauche, ça va à droite, ça va au milieu et à aucun moment il y a de l'espace dans le jeu. Et je dois dire, ce football-là, franchement, c'est difficile à regarder, c'est compliqué. L'Uruguay avec des Valverde, des Ugarte, des Darwin Nunez, etc. Ils n'arrivent pas à créer grand-chose. Le Brésil, ce milieu de terrain-là avec des Joao Pedro, des Bruno Guimaraes, des Lucas Paqueta. 3 profils assez similaires selon moi. Joao Gomez, pardon. 3 profils assez similaires. Il n'y a pas vraiment un bon manieur de balle. En l'absence de Vinicius, donc Rodrigo a joué sur le côté gauche en tant qu'ailier. On sait comment il explose quand il arrive à jouer ce poste-là. Il ne faut pas oublier que le meilleur moment de Rodrigo au Real Madrid, c'était les moments où Vinicius a été blessé, où il a été titularisé sur le côté gauche en tant qu'ailier. Je pense que le coach Dorival, il a pris note de cela et il l'a mis sur le côté gauche. Il a commencé avec Hendrick. Je pense qu'on attendait ça. On attendait ça aussi. On se disait que cette équipe-là n'a pas de véritable numéro 9. Mais Hendrick, 17 ans, lâché au milieu de ces lions, ces Uruguayens-là. Franchement, ça a été compliqué et surtout derrière, ça produit pas énormément de choses. Rafinha a été encore une fois titularisé, je peux le comprendre.
Mettre Savio dans ce match-là, ça doit être compliqué. On connaît tous les capacités de Rafinha à revenir, à faire les replis défensifs quand il le faut. Ce genre de match à intensité, de pressing, de pression, c'est pile poil le genre de match où tu dois avoir Rafinha. Et on l'a vu à plusieurs reprises quand il revenait aider Danilo sur le côté, du coup, qui a complètement, qui arrêtait certaines attaques uruguayennes. Tournant un peu du match, c'est un carton rouge pris par le latéral droit Nandez. Et c'est fou ces genres de choses-là parce que à vitesse réelle, j'ai vu une faute. J'ai vu la faute, je me suis dit, ok, c'est le football sud-américain. Parce que vous l'avez vu. Déjà avant ça, il y avait une autre faute sur Rodrigo que l'arbitre il n'avait pas donné. Il y a tellement de grosses fautes, il y a tellement d'impact physique, il y a tellement d'agressivité dans ce genre de match-là. Si tu es habitué à regarder le Barça, le Real, tu regardes l'autre football européen de très haut niveau, ça peut être compliqué pour toi de se dire que pourquoi l'arbitre il n'a pas donné faute sur cette action-là alors qu'il aurait dû le donner. Mais il y a tellement d'agressivité, tellement d'intensité et surtout c'est pas de la part d'une seule équipe. Le Brésil était là-dedans aussi. Quelqu'un comme Bruno Guimaraes, depuis un moment, je regarde les matchs du Brésil, il donne énormément de coups. Même Paqueta, à un moment donné, il a fait une faute inutile dans le match. Il a pris un carton jaune. Donc, ça va des deux côtés. Et je peux comprendre que l'arbitre, à ce moment-là, il peut être perdu. Donc, il y avait déjà eu une faute sur Vinicius dans la surface de réparation. Il ne l'avait pas donné. Et là, la faute sur Rodrigo, pardon, il a donné carton. Mais après, quand on a vu la reprise, on a vu que franchement, c'était vraiment un genre de tacle assassin. Et surtout, ce qui m'a fait rire, je me suis dit, mais c'est complètement fou ce qui est en train de se passer. C'est que le gars a pris un carton rouge. Déjà, le tacle, tu sais très bien si tu vas faire ce tac-là, il peut rien avoir de bon parce que tu as la chance de prendre le ballon ou le pied du gars. Et si tu prends le pied du gars, tu vas prendre sa cheville. Il a failli casser le pied de Rodrigo. Et je peux comprendre que, bon, t'avais l'intention de prendre le ballon. Mais là, t'as pas pris le ballon, t'as pris son pied. Donc, tu prends un carton rouge, tu la fermes et tu sors du terrain. Donc, là, quand je l'ai vu discuter, je me suis dit, c'est quoi ce délire? On dirait qu'il n'a pas conscience qu'il aurait pu casser le pied du gars. Et ça, franchement, c'est fou. C'est fou. Et même sur le banc, vous avez vu l'agressivité. Araujo qui est sorti sur blessure, les amis. Le Barça, on a déjà perdu 2 joueurs. Là, Araujo a du mal depuis ces derniers temps pour... je vais dire, ça fait un moment que Araujo n'arrive pas à enchaîner les matchs. Un gars aussi physique qu'Araujo, c'est assez bizarre de voir que physiquement, il y a les blessures, encore une fois, qui l'empêchent de jouer. Et contre l'Allemagne, le Barça a perdu Pedri. Donc, j'espère que c'est pas trop grave. Pedri, ils ont dit ça peut prendre au minimum 1 mois. Donc, d'ici le début de la saison, Pedri devrait revenir petit à petit. Mais Araujo, je pense que ça, on dirait que c'était une crampe. Donc il est sorti sur une action, il a fait un excès de mouvement, puis il est sorti. Donc à ce moment-là, carton rouge pour le Uruguay. Je croyais que c'était un tournant du match. Je vais dire, l'Uruguay était supérieur. Certes, ils n'avaient pas assumé leur étiquette de supérieur, mais avec un carton rouge, le très haut niveau, on sait ce que c'est. À 15 minutes de la fin, je me suis dit que le Brésil peut-être aurait pu faire quelque chose, créer quelques situations, mais encore une fois, à la fois, en regardant ce match-là, je me suis dit que c'est vrai qu'on attend de Vinicius qu'il soit le boss du Brésil, qu'il soit le gars qui est capable de porter cette sélection-là. Je regarde Rodrigo, je regarde Hendrick, je regarde Rafinha et je regarde le jeu, le niveau, l'intensité et je me suis dit franchement je peux pas vraiment être contre les gars parce que ce football-là, contrairement au football qu'ils connaissent en Europe, au Real Madrid, le football espagnol, c'est complètement différent. L'agressivité, l'intensité, ça c'est un facteur qu'il faut prendre en compte et surtout
les joueurs qu'ils ont avec eux, c'est vrai que c'est compliqué. Je regarde le milieu du Brésil, il n'y a personne, il n'y a vraiment pas un meneur de balle. L'Uruguay, ils sont venus d'une manière, ils sont venus jouer d'une manière et la sélection brésilienne les a suivis parce que c'est ce qu'ils savent faire de mieux. Quand la balle sort d'Alisson pour passer par Militao ou Marquinhos, on balance le ballon tout de suite. Si on le donne au milieu de terrain, il n'y a personne qui est capable de prendre le temps, de temporiser le jeu, d'analyser qu'est-ce qui se passe. Et c'est dur de se dire que c'était la sélection brésilienne qu'on regardait. Un jeu qui va dans tous les sens. Une passe à gauche, une passe à droite, une récupération, aucune construction, aucune inspiration dans le jeu. Et ça a été compliqué. Je veux dire qu'on ne peut pas demander à quelqu'un comme Vinicius et qui surtout n'est pas un joueur à la Ronaldinho, n'est pas un joueur à la Neymar. Donc, peut-être au fur et à mesure, il peut avoir d'autres aspects dans son jeu, mais pour l'instant, c'est pas ce genre de joueur-là. Du coup, on peut pas lui demander d'être vraiment le boss de cette équipe-là. Et ça, pendant ce match-là, je me suis dit quand même, c'est compliqué avec l'Argentine. Mais si au moins, déjà, c'est un manieur de balle. Déjà, c'est un meneur de jeu, à la fois un buteur et tout. Vous connaissez toutes les qualités de Messi. Mais derrière lui, si tu as un Enzo Fernandez qui est dans un bon jour, ça va aller. Si tu as un Marc Allister qui est dans un bon jour, ça va aller. Si tu as un Di Maria, même si il est sur la fin, ça va aller. Tu as un Depaul qui est pas vraiment comme Mac Allister et Enzo, mais il amène quelque chose, il est capable aussi. On a vu le Depaul de l'Atlético de Madrid là, donc il a été excellent. Donc, mais je regarde le milieu du Brésil. Il y a personne. Et c'est d'ailleurs pour cela, je me demande que quelqu'un comme Douglas Luiz, pourquoi il n'est pas titulaire dans cette équipe-là. Donc, le coach, il a son effectif et je vous ai parlé des latéraux la dernière fois. Cette fois-ci, Arana est encore revenu dans le 11 de départ. Mais Danilo, ça ne change pas. Et surtout, ça ne t'amène pas grand-chose. Il y a pas vraiment grand-chose. Donc, malgré le carton rouge, le Brésil n'a pas su en profiter. Et il n'y avait pas moyen. 15 minutes de la fin, les Uruguayens, ils étaient tous dans leur but. Donc, c'était compliqué pour le Brésil d'avoir ne serait-ce qu'une vraie occasion. Malgré les changements des Martinelli qui sont montés, des Douglas Suisse qui sont montés, ça n'a pas changé grand-chose. Le Brésil n'a pas réussi à marquer. Et en allant au tir au but, malheureusement, le Brésil a perdu. Et surtout, je me pose des questions. Premier tireur de penalty pour le Brésil, Militao. Alors, Militao, j'ai pas le souvenir de l'avoir vu tirer ne serait-ce qu'un seul penalty dans sa carrière. Alors, est-ce que le coach Dorival, il a pensé à cela? Donc, quand tu arrives au moment fatidique où il y a des penalties à tirer, Rodrigo, pourquoi il est sorti? T'as Martinelli, ok. Douglas Luiz, bon. À l'Aston Villa, je pense qu'il tire des pénaltys à certains moments, mais je l'ai pas énormément suivi, donc je sais pas. Mais Militao comme premier tireur, je me pose des questions. Donc Militao a raté un penalty pas très bien tiré. Et Douglas Suisse qui a raté. Et de l'autre côté, Alisson a réussi à arrêter un penalty, mais c'était pas suffisant. Si tu pars avec 2 penaltys ratés, c'est clair que l'autre équipe en face, il a l'avantage psychologique, il a l'avantage sur toi. Et dernier penalty tiré par Ugarte, qu'il a mis au fond. Donc le Brésil est éliminé. Semi-finale, on aura Uruguay-Colombie. Je pense que ça va se jouer mercredi prochain. Mardi prochain, on aura Argentine-Canada. La Colombie qui avait gagné juste avant ça 5-0 contre le Panama. Donc on est d'accord pour se dire que avant ce match-là, on voyait très bien que la Colombie était favori parce que le Panama, ils ont eu des circonstances atténuantes. Le carton rouge de Weah très tôt dans le match. Sinon, moi, j'aurais assisté à un Colombie-États-Unis. Ça, c'est clair. Je pense qu'à 11 contre 11, cette équipe américaine-là, ils allaient gagner ou au pire faire un match nul contre le Panama.
Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et je pense que si tu as eu de la chance à un moment donné, arriver là contre la Colombie, même s'ils ont essayé eux aussi de mettre l'intensité, l'agressivité, de faire des grosses fautes dans ce match-là, mais la Colombie, ils ont cette faculté-là aussi d'être capable de dicter le jeu, d'avoir une possession. James Rodriguez qui est excellent dans la compétition pour l'instant. Je pense qu'il a terminé homme du match au moins 3 fois déjà. Il part favori pour être le meilleur joueur de la compétition. Et même s'il sort à presque tous les matchs, 70e minute, 75e ou même 60e minute de jeu, il sort. Mais avant ça, il arrive à nous produire un masterclass, si on peut le dire comme ça. Donc, le Brésil est éliminé. Maintenant, on connaît les deux affiches qui vont se jouer en semi-finale. Dommage pour le Brésil, mais je pense déjà que c'est pas une mauvaise chose. On savait que ce Brésil-là, voilà, c'était prévisible. Hugo était favori. Quoique, dans le match, le Brésil pouvait quand même se qualifier. Donc, donnez-moi vos avis dans les commentaires, les amis. Dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous aussi, vous vous êtes un peu ennuyé devant le match comme moi, hein? Les gars, dans des excès d'engagement, il n'y a personne qui joue vraiment au football. C'était compliqué de se créer une occasion. Limite, tu regardes ce match et tu te dis que tous les joueurs qui sont là, il n'y a aucun qui joue dans le football européen. Mais pourtant, que ce soit Araujo, Valverde, Ugarte, il est au Paris Saint-Germain, Valverde au Real, au Barça, Rodrigo au Real, Rafinha au Barça, Savio maintenant qui va jouer à Manchester City. Tous les gars jouent au football européen, mais pourtant, arrivant en sélection, ces joueurs-là, ils sont complètement métamorphosés et ça donne ce genre de match-là. Donc, dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!